Hi, everybody. My name is Joe Fernandez. I'm the co-founder and CEO of Klout. This is my first time actually in France, in Paris, talking about Klout, so really appreciate you all having me here today. I have a quick video to introduce Klout, so if we can roll into that, it'd be great. Klout est un outil, une sorte de supercalculateur, probablement caché dans un bunker en Arizona, qui, à partir des informations de vos comptes Twitter, Facebook, YouTube, Foursquare, etc., est en mesure de définir l'influence que vous avez sur votre réseau. Votre mojo numérique, en quelque sorte. Pour faire simple, plus votre activité sur ces plateformes est importante, plus votre score grandit, et plus vous êtes quelqu'un d'influent. Le Klout Score s'établit de 1 à 100. 1, c'est votre grand-père à qui vous avez créé un compte Facebook lundi dernier, et 100, c'est Justin Bieber. Klout calcule cette note en fonction de 3 critères. Combien de personnes vous influencez, leur réactivité à ce que vous postez, et le degré d'influence de ces personnes. Par exemple, si vous faites comme Edouard, qui poste 200 tweets par jour pour raconter la vie de son teckel Toby, et que sur ces 200 tweets, il n'a eu qu'un retweet de sa maman, dont le Klout est de 3, ne comptez pas atteindre les sommets en une semaine. Ainsi, votre score vous classera dans l'une des nombreuses catégories du Klout, comme par exemple observeur, dit aussi l'éponge, spécialiste, vous savez tout sur tout, une sorte de Wikipédia humain, ou encore le stade ultime, célébrité. Vous avez 10 millions de followers sur Twitter, 9000 amis sur Facebook, votre chaîne YouTube est plus regardée que TF1 à 13h, et lorsque vous checkez un restaurant sur Foursquare, il rentre au guide Michelin 3 jours plus tard. Bref, au royaume des réseaux sociaux, le Klout est roi. Thank you. The Orange team, we work closely with Orange. They put that together for us. I'm going to talk a little about how we work with brands. Before that, I think it's important to talk about where Klout came from to help set the vision and mission we're on here. So jump into, I have a couple slides. This was actually me in early 2008. I look really ridiculous. My face is all swollen up. My jaw was actually wired shut for 3 months, completely wired shut. I couldn't speak at all. Even my mom couldn't understand anything I was saying. I had to completely rely on social media to communicate. So I would use Twitter, I would use Facebook. That was the only way I could talk to my friends and family. And in that scenario, it really changed the way I thought about these platforms. It was amazing to me that the people who trusted me the most, I could tell them my opinion on anything instantly from my phone. And even more exciting was the idea that the data was there to measure this. So I became really obsessed with this idea of influence and that the world was changing, that the internet was moving from being page-based to being people-based. And there was a way for us to measure that and help people understand their own influence. And it's always been about helping users. These are people who are actually registered Klout users. And the way we think about people who use Klout is it's not about figuring out who's on the A list. It's about understanding what every person has influence. It's about understanding what they're influential about and who they influence. Making them aware of that, helping them build that influence even further, helping them impact the world more, helping them reach more people, and helping them be recognized. And in some cases, that might be from brands. In other cases, it could just be in whatever communities they're active in. We actually measure 15 billion pieces of data per day to understand the influence of over 500 million people. And we look at that on a geographic basis and on topics. So we want to know who's influential about fashion and business and technology and every topic you can imagine. So I'm going to go on to the next slide. I want to focus on how we actually work with brands and agencies. You know, influence has always been the holy grail for brands. It's how do I connect with the few who can spread the word to many? And in this day and age of social media where word of mouth is finally scalable, it's really important to have the right people talking about your products, talking about your services, talking about your business, and sharing it with the world. We have a product called Klout Perks. And the focus of Klout Perks is connecting brands with the right influencers. And those influencers create earned media. Earned media is really becoming the primary currency that brands are looking for
because it's trusted, it's authentic, and we're really good at creating it. And I'll walk through a couple case studies. But the way we do it is we have millions of people that are registered Klout users. Brands come to us and they tell us, what types of people they want to connect with. So an Audi, for example, they wanted to connect with people who are influential about design and architecture and cars, of course, but other things that are relevant to their brand. Those people then get an email or a notif on their phone from Klout saying, hey, because you're so influential about these topics, you're being invited to participate in a program. The influencer then opts in, so none of their information is ever shared with the brand. They control the process completely. They opt into the program, and then they're given these great experiences with the brand. And we tell them they can say whatever they want about it. They can say they love it, they can say they hate it, they can say nothing. We just want to put the right people in the right experiences and give them the opportunity to tell the world about their passions and spread their influence about these brands. So these influencers create content, and it's an amazing amount of content, and that content is earned media. And if you think about advertising in general, we've all become basically blind to it. Our attention is fragmented across so many different platforms, and especially younger generation really not paying attention to television. We only listen to our friends. And getting this content created by trusted influencers who have networks, who are the most passionate people about these topics, the most respected people, has such an amazing impact. It's really one of the last forms of advertising that can really sway a person in making a decision or becoming unaware about a brand. We've been fortunate to work with some really amazing brands. Starbucks, Audi, Orange here in France has been our first big European partner, and really proud to work with them. But these brands are recognizing that how critical it is to develop relationships with these influencers, to look at them not just as customers, but to look at these people as partners, and to leverage their audience and have a connection with them over time. So I want to walk through a series of perks we've done with Orange. Or actually, I'll focus on when we've done a series of perks. As they've been rolling out 4G through France, we've been helping them pinpoint who the right people are, both in terms of topics, so people obviously influential about technology-related topics, but also in geography, because the service has been rolling out in city by city. Pinpointing the right people in the right cities at the right time is mission critical to having a successful campaign here. And the content these people have been creating is amazing. So they're creating content, their friends are interacting, they're having conversations about the services. So you may see billboards, you may see commercials, but it's when you have these conversations with your friends, the people you trust, the people whose opinion you respect, and you see the back and forth that goes around these products, and the level of engagement that happens. It's really something that's never occurred before, that in a commercial setting that you can do in the way we do with perks. So very exciting. And the results are pretty amazing. So from 26 people, these top influencers, over 1,500 pieces of content were generated. So they would create a piece of content, and their friends would retweet it, or they would comment, or they would interact in different ways, and these conversations were formed. And from 26 people, we generated almost 5 million impressions. And these aren't just normal impressions. These aren't just impressions that we all see as we surf the web of just random ads that we become blind to. These are conversations from the people that are trusted, that are the most passionate, that are the ones that are swaying the decision making of literally millions of people.
So we're just entering the market here in France and Europe in general. It's been really great to work with Orange. It's been really great to be at this event and get to meet people. And I'll be around for the rest of the afternoon. I'd love to say hi and answer any questions people have. Thank you. Thank you very much, Joe. I would like to ask you a question. Could you give us a few tips to grow quickly our cloud scores, please? So that's funny. I definitely get asked that a lot, and I don't have any magic cloud tips, but it really boils down to creating good content that your network engages with. If you consistently share things that are interesting, that are compelling, that people interact with, you're going to have a good cloud score. But is it a matter of volume or quality? Quality. You actually can lose clout if you are just noisy. So you have to be consistent. This is a problem I have where whether I'm traveling or we're busy working on something, all of a sudden a week will go by and I haven't created any content and I'll notice my score starts dropping. So you have to consistently create content, but if you're just noisy and you're tweeting and updating Facebook all day, your network starts ignoring you and your score goes down. Okay, thank you very much, Joe. Thank you. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Thomas Legac. Alors, Thomas, vous écoutez tout le monde. Votre métier, c'est d'écouter tout le monde, que le score cloud soit élevé ou pas. Vous êtes le directeur général de Synthesio. Donc, votre métier, c'est d'aider les entreprises à comprendre comment est perçue leur image sur le web. Grâce à votre logiciel de veille, qui est disponible en mode SaaS, les entreprises peuvent suivre les conversations qui les concernent, évaluer leur e-réputation et dialoguer avec leurs clients sur les médias sociaux. Alors, vous avez pas mal de recul sur ces sujets, puisque Synthesio a été créé en 2006, est aujourd'hui présente à Paris, Londres, New York, Singapour. Vous avez pu constater qu'en matière de maîtrise de leur réputation en ligne, la courbe d'apprentissage des entreprises n'a rien de linéaire. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'accompagner aujourd'hui à peu près 200 clients grands comptes dans le monde. Et du coup, on a essayé de définir un modèle. Alors, j'ai un petit slide là-dessus qui me permettra de parler sur ce support-là. Et voilà. Il est vrai que le Bad Buzz Kit E4 qui a eu lieu il y a quelques années a quand même bien aidé notre métier du social media monitoring. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est vrai que ça a aider les entreprises à prendre conscience de la nécessité de surveiller sur le web. Voilà, donc les gens, au départ, viennent vous voir pour contrôler ce qui se raconte sur eux. Alors, c'est pas vrai pour l'intégralité des clients, évidemment. Tout le monde n'est pas obligé de commencer en bas de la courbe. On peut y arriver directement à d'autres étapes. Mais c'est vrai que très souvent, la première étape, c'est je veux contrôler ma réputation et je me dis si un jour on parle de mes produits, on parle de mes dirigeants mal, je veux absolument être alerté. Donc là, il y a deux façons d'être alerté. Soit instantanément sur un certain nombre de mots-clés, soit être alerté parce que je vais dépasser un seuil de conversation. Ce seuil de conversation, il est bien évidemment pas défini préalablement, mais il est calculé sur des périodes glissantes, puisqu'il y a des moments où les gens vont parler plus ou moins. Donc, dans ces cas-là, vous recevez un mail qui attire votre attention sur le fait qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous surveillez précisément ? Est-ce qu'il y a des sites plus importants que d'autres ? Alors, il y a évidemment des sites plus importants. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va essayer de récupérer toutes les mentions sur les marques. Donc, c'est énormément de data qu'on va bien évidemment enrichir. Parce que si vous récupérez toutes ces données de manière brute, ça ne va pas vous servir à grand-chose parce que vous n'allez pas pouvoir les exploiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toute cette donnée, les enrichir, donc soit par la langue, le pays, des données d'audience, des données sur l'industrie, pour pouvoir vous aider et vous fournir un certain nombre de KPI. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que les entreprises se disent, finalement, ça y est, je sais ce qu'on dit de moi, mais finalement, quels sont mes influenceurs ? Où sont-ils ? Est-ce que ce sont des influenceurs sur Twitter ? Est-ce que ce sont des influenceurs sur des blogs ? Est-ce que les médias traditionnels aussi peuvent influencer mon business ? Donc on va, nous, leur détecter leurs influenceurs en fonction de leurs produits aussi. C'est-à-dire qu'un influenceur sur un modèle d'automobile, par exemple, ne sera pas le même sur un autre modèle.
Donc ça c'est très important. Ensuite, on va continuer dans cette courbe de maturité. Et les entreprises vont chercher, dans ces cas-là, à avoir ce qu'on appelle des insights. Se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on dit de moi, quelle est la richesse, et est-ce que je peux exploiter ces données-là? Donc, par exemple... Pour les aider à se différencier, c'est ça? Soit pour les aider à se différencier, soit pour récupérer des informations et d'améliorer leur processus. Par exemple, on a travaillé avec un opérateur de télécommunications. Il a découvert, en analysant ce qui se disait sur les réseaux sociaux, que son processus de vente à distance dysfonctionnait. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été vu en service client, parce que finalement, les services clients étaient plus là pour résoudre les problèmes que véritablement les remonter et les corriger. Et là, ça a permis de mettre en évidence qu'il y avait énormément de mentions là-dessus. Alors, je ne sais pas, le temps, là, il décompte... à l'envers. C'est pas grave, je vous non, inquiétez c'est pas. Nous, il n'est pas lancé, voilà. Bon, ok. Non, c'est pour essayer d'adapter. Bon, ça évolue, j'ai 20 minutes maintenant, donc c'est super. Ne vous inquiétez pas, j'ai une montre qui fonctionne à l'ancienne, très bien. Voilà, donc dans un premier temps, les marques collectent des informations dans tous les sens pour essayer de comprendre ce que veulent les clients, pour essayer de détecter les influenceurs, pour regarder ce que fait la concurrence. Puis au bout d'un moment, elles se retrouvent avec une masse considérable d'informations, elles ne savent plus trop quoi en faire, et là, l'élan retombe. Oui, alors c'est vrai qu'à un moment, va se poser la question de à quoi ça sert. Et souvent, ça a été lancé par une petite équipe un peu sous le radar, des gens qui sont ce qu'on appelle souvent des évangélistes, mais finalement, ils n'ont pas l'appui de leur comité de direction et du COMEX. Et dans ces cas-là, il y a un fort risque de retour en arrière, parce que finalement, les dirigeants se disent bon, c'est très bien, j'ai investi, j'ai mis un peu d'argent, mais finalement, à quoi ça sert? Quel est mon ROI? Et donc là, il y a plusieurs, évidemment, il faut être capable de répondre à cette question-là et de convaincre son comité de direction que ça a une vraie utilité, que ce n'est pas uniquement quelque chose de gadget. Et concrètement, on fait comment? Alors, on fait comment? Je pense qu'il faut... Ça, c'est très... ça dépend des entreprises. Je crois que c'est beaucoup... Il faut être passionné déjà par son sujet. Il faut avoir des champions sur un certain nombre de sujets. Et puis surtout, il faut apporter des faits. À un moment, il faut soit dire, j'ai eu tant d'interactions sur le web et j'ai convaincu des personnes d'acheter mes produits, je suis rentré en interaction directement avec eux, soit on va avoir un équivalent d'impression publicitaire, donc je suis capable de démontrer que à chaque fois que quelqu'un parle de mon produit, ça a été retweeté, vu par un certain nombre de personnes, donc je vais pouvoir faire éventuellement des économies sur des campagnes publicitaires. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur les télécommunications, en améliorant mon process, je vais aussi faire des économies parce que ça va m'éviter des coups d'appel. Donc on voit qu'il y a plusieurs ROI possibles. Donc là, on arrive en bas de la courbe et c'est à ce moment-là, pour repartir de l'avant, le top management doit prendre à bras-le-corps le problème et montrer qu'il est pleinement concerné et que dans l'entreprise, finalement, tout le monde est concerné, pas seulement 2 ou 3 individus spécialistes de la question. Exactement. Je crois que les réseaux sociaux, c'est pas l'affaire d'un... Hier, il y avait beaucoup de questions sur est-ce que je dois avoir un monsieur réseau social au COMEX. Peut-être qu'il faut l'avoir aujourd'hui pour impulser la démarche, mais c'est clair que les réseaux sociaux, c'est absolument pas l'affaire d'un spécialiste, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des ressources humaines, c'est l'affaire du marketing, c'est l'affaire des ventes. Donc c'est un peu comme, avec l'analogie du mail, le mail a révolutionné la façon dont on a travaillé dans les entreprises. Il n'y avait pas un monsieur mail au COMEX. Donc là, pour moi, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, certes, il faut des champions dans chacune des fonctions pour faire accélérer les choses, mais on n'a pas forcément besoin de cette nécessité. Si je prends l'exemple de Nissan, qu'on accompagne aujourd'hui dans 41 pays, on fait leur veille dans 41 pays, ils ont dans leur tableau de bord un indicateur réseau social qui va mesurer à la fois le nombre de verbatim, c'est un score, ce qu'on appelle le SRS, le score de réputation sociale, qui va mixer le nombre de verbatim, le sentiment associé à ce verbatim et l'influence de chacun des verbatim. C'est un score entre 0 et 100 et ils regardent ce score-là au fil des semaines et ils se comparent aussi avec leurs concurrents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on mesure, comment on évalue du sentiment de consommateurs sur Internet? Alors, il y a plusieurs façons. Vous pouvez le faire de manière automatique. Donc ça, c'est bien pratique quand vous avez des volumes très importants. Donc aujourd'hui, on le fait ça en 13 langues et on fera ça en 15 langues à la fin de l'année. Ou alors, vous pouvez aussi le faire de manière manuelle.
avec des gens qui vont lire les contenus et mettre associer un sentiment à ce contenu. D'accord, donc il faut quand même un peu d'humain parfois. Alors, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la donnée brute ne veut pas forcément dire quelque chose. Si vous n'avez pas quelqu'un qui, à un moment, l'utilise, ça n'a absolument pas d'intérêt. Donc, il faut, c'est sûr, heureusement, il faut de l'humain derrière pour qu'on analyse. Le but final de cette veille, c'est d'arriver à quelque chose de prédictif, d'arriver à comprendre quelles conséquences vont avoir les mesures, les actions qu'on va entreprendre demain. Oui, alors ça c'est vraiment le stade ultime. On voit bien que toutes les entreprises n'y sont pas encore et puis c'est compliqué. Donc là, on a deux exemples comme ça d'entreprises avec lesquelles on travaille qui sont OBS et Orangina. Orangina qui était là hier. Orangina, ça fait 1 an qu'ils travaillent sur un modèle prédictif. Leur objectif est de se dire finalement, quand je lance une campagne, je mesure ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quel est l'impact sur mes ventes. Alors ça c'est assez compliqué à modéliser parce qu'il vous faut à la fois des données de réseaux sociaux. Donc ça, nous, on leur fournit toutes ces données-là. Via notre API, ils vont récupérer toutes nos données. Ils vont aller collecter aussi des données de vente, mixer tout ça et essayer de définir donc, ce modèle prédictif qui leur permettra de voir quel sera l'impact sur leur vente. Mais bien évidemment, il faut un peu d'historique parce que tout ça se construit avec de l'histoire. Donc ça fait... Alors combien de temps à peu près ? Là, aujourd'hui, Orangina, ça fait 1 an qui travaillent là-dessus et qui sont en train de conforter leur modèle. D'accord. Alors je crois que vous nous avez préparé une vidéo qui montre comment l'un de vos clients, Peugeot, mesure sa réputation et ce qui se dit de lui sur les réseaux. Exactement. Je vous propose qu'on l'écoute. Les enjeux pour Peugeot dans le digital, c'est avant tout créer du leads grâce à nos sites Peugeot.pi, mais aussi le côté image de la marque et aussi contact avec nos internautes en direct, donc c'est super important. Depuis 3 ans, on développe tout ce qui est opération avec les blogueurs, on est présent dans tous les réseaux sociaux au niveau international, donc on a une page Facebook internationale, un Instagram, un Twitter. Tout ce qui a été mis en œuvre doit être mesuré, on a nos KPI mensuels, on suit des dashboards et on se dote d'outils de plus en plus social media. Synthesio en fait partie, on peut mesurer ce qui se dit aussi par rapport aux autres marques, se positionner et rectifier le tir quand par exemple il y a des bad buzz ou essayer de voir de quelle manière on parle de chacun des modèles qui sont lancés, on fait des focus là-dessus aussi. Tous les KPI social media remontent au comité de direction. L'enjeu aussi c'est de séduire tous ces jeunes qui arrivent sur le marché, même s'ils n'ont pas toujours les moyens, mais ils ont une grosse influence, ils savent se servir des nouvelles technologies. C'est très important d'être à l'écoute des réseaux sociaux parce que c'est une énorme oreille tournée vers l'extérieur. On a nos clients en direct et ça c'est hyper important. On a les prospects en direct, quand on parle aux gens, aux internautes, via notre page Facebook, c'est des fans de la marque, c'est des ambassadeurs de la marque qui sont super contents quand on leur parle. Pour l'instant, on est que sur 5 pays, mais l'ambition, c'est vraiment d'avoir une veille étendue à plein d'autres pays parce qu'on est une marque internationale, on se doit de connaître notre réputation et de savoir comment les gens perçoivent notre image et quelles sont les actions après à mettre en place au niveau blogueur ou gestion des réseaux sociaux et des communautés. Aujourd'hui, au travers des différents dashboards mis à disposition par Synthesio, nous pouvons analyser sur le court terme l'impact au cours d'un essai presse par exemple, en analysant le flux de verbatim, que ce soit sur la blogosphère ou sur Facebook ou sur Twitter et maintenant sur Instagram. Donc ça nous permet aussi d'anticiper par rapport à une réponse client sur telle ou telle thématique. Nous disposons d'une newsletter qui est diffusée quotidiennement à différentes entités de la marque, que ce soit la communication, la publicité, le marketing produit. Le plus de cette newsletter, c'est qu'elle est disponible sur mobile, ce qui la rend accessible partout. Thomas, j'avais une dernière question pour conclure. On parle à un moment du bad buzz, qui est la crainte de toutes les marques. Quand un bad buzz survient, qu'est-ce qu'on fait ? On réagit, on fait le dos rond, on déploie des rideaux de fumée ? Alors, je crois que c'est au cas par cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, si j'ai un seul conseil à donner, c'est la sincérité. C'est-à-dire que les internautes peuvent comprendre des dysfonctionnements, mais dans ces cas-là, il faut leur expliquer. Essayer de cacher et de mettre tout ça sous le tapis en disant non, ça n'existe pas. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait ça et en général, au contraire,
on met de l'huile sur le feu. Ça leur a pas réussi. Non, pas Très vraiment. bien. Merci beaucoup, Thomas. Je vous en prie, je voudrais juste faire une toute vous en petite page de pub parce que Parrot nous a offert un air drone et il est à gagner sur le stand. Donc voilà, vous pouvez repartir avec un air drone ce soir. Merci, désolé pour cette pub. Pas de problème. Merci beaucoup, Thomas. Je me tourne à présent vers vous, Thibaut Serrol. Vous êtes le directeur des ventes pour l'Europe de l'Ouest de Bazaar Voice. Et votre spécialité à vous, c'est l'avis de consommateurs. Vous proposez vous aussi une solution logicielle qui permet dans un premier temps aux marques de recueillir les avis de leurs consommateurs sur leur site web. Et dans un second temps, d'analyser ces avis pour mesurer la satisfaction des clients et l'aura de leurs produits. Vous mesurez donc quelque part la e-réputation des marques au travers de tous ces avis. Et je crois que vous avez une vidéo qui nous présente un petit peu votre activité. Oui, alors j'ai une vidéo. Déjà, merci pour l'introduction parce que vous avez bien effectivement compris. Le principe est assez simple. Finalement, il y a des opinions qui sont partagées. En tant que client, on est influencé par d'autres clients et ça peut se faire sous forme d'avis. Ça peut se faire sous forme de questions-réponses aussi sur des produits en particulier ou des services. Et puis, ça peut se faire aussi sur des histoires qu'on peut raconter sur les marques. Donc, j'ai pas préparé je crois que c'est Mathieu de l'SE qui disait on arrête le PowerPoint. J'ai pas de PowerPoint particulier. La vidéo d'ailleurs était sympa sur Peugeot. Donc, depuis hier, on parle. Je sais que Mathieu, vous étiez pas forcément là hier, mais depuis hier, on dit le client a pris le pouvoir. On a de plus en plus de préoccupations entre ce qui se passe sur le web et les anciens canaux de distribution brick and mortar. Il y a 2 jours, j'étais au World Retail Congress. Toutes les préoccupations sont comment on va lier. On est parti d'un virage pur e-commerce et comment on va lier en fait l'ancien business qui correspond encore à 90% de nos ventes, le business physique. Et donc, effectivement, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir partager avec vous le parcours d'un utilisateur, de se mettre dans la peau du coup d'un client. Alors là, si vous pouvez juste faire pause juste avant de démarrer, voilà. Et donc là, je vais me mettre dans la peau d'un client. Donc un client qui veut acheter une télé, ça va vous permettre de voir effectivement comment il interagit, quel est le parcours d'achat qu'il peut avoir. Et puis après, j'essaierai d'étayer aussi d'exemples clients concrets français parce que la vidéo montre d'autres exemples. Donc je mets pas le son de la vidéo, je vais parler volontairement dessus. Donc je vais suivre le flow sur l'écran. Donc allons-y. Donc, je suis Matt. Bon, c'est pas tout à fait moi. J'ai ma femme qui s'appelle Emma et une jeune fille. Je recherche donc sur Internet, je vais sur Google et je tombe sur ce site qui est un site de retail et je vois cette télé. Je recherche une télé qui est une télé Samsung. Du coup, je consulte les avis. Je consulte également les questions-réponses, les questions qui sont posées et les questions sur lesquelles il y a des réponses également de la marque et pas simplement d'autres clients. Et j'ai une question. Alors c'est une question très mec, c'est de dire à quelle distance je dois positionner mon écran pour être sûr que j'ai la bonne taille. Donc une femme dira toujours que l'écran est trop grand et un homme dira toujours qu'il est trop petit. On avait discuté un peu avec Mathieu. 1 heure plus tard, j'ai posé cette question spécifique sur le produit. 1 heure plus tard, j'ai une réponse. Et cette réponse, elle provient de Mara, de l'équipe Samsung. Donc elle a en fait la vue sur l'ensemble des questions qui peuvent être posées et elle répond directement en disant qu'elle a fait plusieurs tests. So it's for you, Joe. Everything is in English. So like this you can follow because everything is in French. Et après, j'ai eu cette réponse à cette question, donc je décide d'aller en magasin. Et donc là, ce qui est important, c'est aussi de voir quel impact on a au niveau du showrooming. Le showrooming a énormément évolué. Pardon, je vous interromps parce que j'ai quand même une question. Vous pouvez mettre pause. Voilà, ouais. Une question importante. Je suis le consommateur qui recherche des informations sur sa télé. Je regarde les avis des consommateurs. Qu'est-ce qui me prouve que ces avis enthousiastes n'ont pas été rédigés par la marque elle-même ? Donc, alors ça c'est une bonne question. Donc déjà ça part enfin le business de base de Bazaar Voice est autour de l'authenticité. Donc c'est quelque chose qui est clé. Donc on a participé. Alors la France est précurseur. J'imagine qu'il y a beaucoup de professionnels du digital dans la salle. Vous avez dû entendre parler de l'AFNOR. Donc on a participé à créer avec l'AFNOR un certain nombre de guidelines qui permet d'avoir du contenu authentique. Donc c'est pour ça qu'on est aussi très proche de cloud parce qu'on parle de earned media avec ce que propose Bazaar Voice. Et l'intérêt, c'est d'avoir un certain nombre de pratiques qui puissent être pratiquées soit par les marques, soit par les commerçants, qui du coup garantissent l'authenticité du contenu. Typiquement, je vous donne un exemple, Carrefour. Carrefour qui est client Bazaar Voice aujourd'hui, ils envoient systématiquement un email post-achat
Et plus de 90% des avis qui sont postés aujourd'hui par les clients, que ce soit du online ou du offline, parce qu'on le fait également en magasin, proviennent d'un email post-achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai acheté ce produit. Carrefour s'adresse à moi soit parce que par ma carte de fidélité, j'arrive à déceler que je suis client, soit je sais, puisqu'en ligne, j'ai acheté le produit, et à ce moment-là, un avis est posté. Ce qui est critique, c'est, et il y a énormément de réflexion en ce moment, d'avoir du contenu authentique. Merci. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Non, mais il n'y a pas c'est très bien. Alors, donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a ici l'utilisation du mobile. Le mobile qui aujourd'hui permet aussi également d'influencer fortement. Donc je continue, je suis sur mon site, je regarde d'autres avis clients, et puis aussi on parle de Rich Media. Tassimo qui est un client également Bazar Voice, aujourd'hui utilise énormément le Rich Media, donc participe et sur l'ensemble du réseau de retail, puisqu'en fait ce que nous avons fait, c'est qu'on lie les marques avec les retailers, et on permet aussi, donc si j'ai un avis qui est posté sur une marque, directement de le mettre sur les sites des retailers, et donc y compris avec du Rich Media. Donc là, je pose d'autres questions. Et les questions, elles peuvent être soit, donc on l'a vu tout à l'heure, c'était une personne de Samsung, donc qui est interconnectée, ou alors une personne directement du site de retail. Donc là, je décide d'acheter. Donc il se pose beaucoup de questions, et il arrive enfin à acheter sa télé. 2 semaines après, donc c'est exactement ce que je vous ai décrit, je reçois un email post-achat demandant, donc là, je sais que j'ai acheté le produit, et effectivement, je poste l'achat. Derrière, je suis capable de mettre soit des photos et éventuellement le poster directement sur mon fil d'actualité Facebook. Donc hier, je crois que c'est Yannick Bolloré qui parlait de fan relationship management. C'est quelque chose qu'on pratique beaucoup et c'est assez lié. It's linked also to cloud, so fan relationship management. C'est comment, en gros, on va utiliser des contributeurs, des fans de la marque pour qu'ils puissent parler pour vous, et y compris sur les pages Facebook. Donc ça, des marques comme Clinique ou Nikon, aujourd'hui, utilisent les avis clients, utilisent les questions-réponses qui sont posées directement sur les pages Facebook. Donc là, Vous pouvez faire pause ? Oui, pardon. Voilà, je suis Matt, je viens d'installer ma télé, je trouve que l'image est consternante, je ne suis pas content du tout, je poste un avis négatif. Est-ce que M. Samsung doit caviarder l'avis négatif ou est-ce qu'il faut le laisser ? Alors déjà, les avis négatifs, c'est systématique en fait à chaque fois qu'on rencontre des prospects ou de nouveaux futurs clients, il y a toujours une crainte de l'avis négatif. Donc l'avis négatif, déjà il faut savoir que l'avis négatif peut être constructif. Donc parmi le flot d'avis qu'il y a aujourd'hui sur Internet, 12% des avis sont là pour des améliorations produits. C'est-à-dire en gros, quelles améliorations vous pourriez apporter au produit. La part des avis négatifs, ça reste un avis constructif. Et si on revient sur l'authenticité, c'est important que ça soit un discours authentique et que l'avis négatif aussi soit là pour pouvoir parler effectivement et montrer l'authenticité du contenu du client. Il ne faut pas que ça soit aussi une tentative de déstabilisation d'une marque concurrente, parce que ça existe aussi, ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement, les avis doivent être postés par des gens qui achètent effectivement les produits et pas tomber dans un phénomène où tout le monde a la possibilité de poster un avis. Et après, la question que vous aviez, c'était de dire, est-ce que Samsung, je scratch ça ? Samsung aussi, c'est de laisser la possibilité à la marque de pouvoir répondre à l'avis ou à la question spécifique. Quand il y a des questions qui sont posées spécifiquement, autant en tant que consommateur, on est très influencé par un avis finalement d'un inconnu, parce que c'est ce qui se passe. Autant quand j'ai une question technique sur cet écran Samsung, il y a 2 fois plus d'impact à ce que la marque réponde. Donc ce qui est important, c'est que la marque puisse être aussi organisée pour pouvoir répondre aux questions qui peuvent être posées. Très bien. Tout ça, c'est sur ce thème d'e-réputation, de comment j'utilise tout ce earned media pour pouvoir discuter avec mes clients et interagir avec un aspect communautaire. Une marque qui réagit intelligemment à un avis négatif, finalement, dope sa e-réputation. Une marque qui réagit effectivement dope sa réputation, même si sur des avis négatifs, si on prend des actions et qu'on est capable de le montrer aux clients, derrière, il y a des impacts extrêmement positifs. Et je pourrais donner d'autres exemples. Je vous laisse continuer. Allons-y. Donc, j'ai posté mon avis sur le site Facebook et j'ai un ami qui a consulté, qui est allé sur le site et qui du coup achète un appareil photo et qui derrière, effectivement, le poste également sur son compte Facebook en disant voilà, j'ai acheté cette caméra sur le site de Gadget. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que l'avis, il faut le considérer comme un asset.
Et un avis et des étoiles n'a aucun sens si derrière on n'est pas capable d'analyser le contenu. Donc ça c'est effectivement une vue de savoir, là c'était typiquement un appareil photo où la note était plutôt mauvaise, mais les utilisateurs expérimentés le notaient très bien et les utilisateurs amateurs le notaient moins bien. Du coup ça a été d'être capable d'analyser le contenu pour pouvoir avoir des actions, soit sur le message publicitaire, soit sur le message marketing, soit je change mes produits. Je vais vous donner 2 exemples concrets français. Il y a un premier exemple qui est Oxybul, qui est client également. Oxybul a mis en place un centre d'excellence. Il y a énormément d'activités autour des avis clients. C'est important parce qu'il s'adresse à de la puériculture et donc à des parents qui attendent aussi d'avoir d'autres conseils. Aujourd'hui, les avis clients sont tellement pris en considération que les produits les moins bien notés sont sortis du catalogue. Donc, c'est-à-dire que j'écoute mes clients et les produits qui sont moins bons. À ce moment-là, je challenge mes fournisseurs pour leur dire voilà, vos produits vont être notés par la communauté et si vos produits ne répondent pas à notre charte de qualité, vous risquez de sortir du catalogue. Et un autre exemple où cette partie d'analyse et d'intelligence est extrêmement importante, c'est Boulanger. Boulanger qui aujourd'hui, pour ses marques propres, Essentiel B et la marque B, utilise en fait l'ensemble du contenu d'avis, utilise et analyse l'ensemble grâce à Bazar Voice, l'ensemble des avis qui sont postés pour l'évolution des produits. Et donc ça, pour rebondir sur ce qu'a présenté sur Thomas, sur le secteur automobile. Le secteur automobile, c'est un secteur sur lequel il y en a énormément d'activités aujourd'hui, qui n'est pas forcément encore complètement mature. Ça commence à l'être avec de beaux projets qui sont en train de se lancer. Et on rencontre, il y a effectivement l'activité de Thomas qui permet d'analyser tout ce qui peut se dire. Et puis après, il y a aussi un point qui est important, c'est pour les chefs de produits, et je pense que ça a été mentionné, ils avaient au final auparavant des études assez génériques. Donc il y a cette partie d'analyse et d'écoute et de veille de ce que propose Synthesio. Et puis il y a aussi dire, quand j'ai du contenu d'avis client, l'avis, mais pas simplement sur le produit, et ça c'est important de préciser qu'il y a aussi l'avis sur l'expérience dans les points de vente, l'expérience au niveau du service commercial ou l'expérience au niveau des magasins. Écouter les avis, ça dope le trafic sur les sites, mais ça dope aussi le trafic dans les magasins en dur. Donc c'est vertueux, quel que soit votre canal de distribution. Voilà, exactement. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers vous, Jérémy. Alors, vous êtes le 4e participant de ce panel. Et alors, vous, contrairement à Thomas et Thibaut, vous ne proposez pas de solution logicielle, vous travaillez à l'ancienne, à la main. Pas tout à fait quand même, oui. Mais l'humain, c'est vrai, est au cœur du dispositif. Voilà, parce que votre métier réclame un jugement que la machine n'a pas forcément encore, puisque vous êtes le spécialiste de la modération. Et les modérateurs de votre société Netino sont là pour filtrer les propos outranciers des internautes sur les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Vous assumez en quelque sorte l'autorité de la marque sur ces pages web. Vous êtes là pour garantir que leur image ne sera pas entachée par des réflexions déplacées. Vous marchez donc sur une voie étroite parce que pas assez de modération et c'est le risque du n'importe quoi pour la marque, donc c'est mauvais pour sa réputation, et trop de modération et elle passe pour un censeur. Alors expliquez-nous un peu à quelles horreurs vos équipes sont confrontées chaque jour. Alors moi je suis un peu old school, j'ai fait des slides, mais par contre peut-être récupérer la zapette quand même pour illustrer mon propos. Je vais vous la chercher. Je veux bien. On va parler innovation, on pourrait dire beaucoup de choses dans la modération, mais comme on est sous l'angle de la modération, je pense que c'est quelques minutes, on va les consacrer à ça. Mais avant peut-être définir ce qu'est la modération, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au fait de ces petites choses. Alors, super, j'ai 4 boutons de couleur, allez savoir lequel est le bon pour... Voilà, on est bon. Grosso modo, les espaces de dialogue, c'est schématiquement, ça représente ça. Hein, c'est tout espace comme un forum, une page Facebook, un fil Twitter, un réseau social quelconque, où les internautes sont amenés à poster un texte, une photo, une vidéo, pour interagir entre eux ou pour parler à la marque, y compris la critiquer, on l'a vu, c'est nécessaire. Le problème, c'est que la nature humaine est faite de telle sorte que rapidement, on peut avoir ce type de propos
qui apparaissent sur les écrans. Je vous laisse les lire. Alors ça, c'est le quotidien d'un modérateur. Et je pense qu'aucun d'entre vous, si vous travaillez dans une société ou si vous êtes une agence, n'avez envie de voir ça sur votre page Facebook. Je suis complètement défoncé, mais c'est trop bien. Voilà, donc apologie de la drogue. Je pense qu'en général, c'est pas forcément très bon avec votre image. Le rôle du modérateur, très concrètement, c'est d'enlever ces propos-là, de le faire de façon très réactive et avec discernement, on l'a évoqué. Alors les enjeux, merci Mathieu de les avoir évoqués. Défendre l'image de marque, j'y reviens pas. Faire respecter l'autorité de la marque, parce qu'on est sur des espaces publics quand même, quand on ouvre un Donc dialogue. ça demande de bien se caler avec la marque au début de votre intervention. Oui, on parle d'une charte de modération, voilà. on va définir ce qui passe et ce qui passe pas. Les critiques sont autorisées tant qu'elles sont constructives. Par contre, se faire insulter de tous les noms parce que le produit ne fonctionne pas, surtout sur un espace public, je pense qu'à un moment, vous n'avez pas ouvert une page Facebook pour ça. Donc le propos est retiré et on va peut-être envoyer un message privé à l'individu pour lui dire que il est bienvenu, mais de façon un peu plus respectueuse. Alors ces deux premiers points sont très défensifs, mais heureusement on a quand même l'impression d'avoir une vocation à des choses un peu plus positives aussi. Et une étude Opinionway publiée le mois dernier montrait qu'une modération effective et réactive peut avoir un impact significatif sur le nombre de fans qu'on évite de perdre ou qu'on gagne, et aussi sur le taux d'engagement. Et alors pourquoi ça augmente le taux d'engagement ? Alors ça serait très long à expliquer, mais grosso modo c'est un peu comme la vitrine d'un magasin. Vous arrivez sur une page Facebook, vous avez mis beaucoup d'efforts marketing pour faire venir les gens jusque chez vous, et ils voient que le premier contact avec la marque, c'est de voir un spam, c'est de voir un propos insultant. Pourquoi voulez-vous qu'ils deviennent fans ? Et puis s'ils sont déjà fans, pourquoi voulez-vous qu'ils rajoutent à la cacophonie ambiante si finalement ils voient qu'il y a des spams ? Si vous laissez un spam sur une page, ça veut dire que vous ne le lisez pas, grosso modo. C'est comme un graffiti sur votre page. Donc on parle à un mur, sans mauvais jeu de mots, et on n'a pas envie de participer à un dialogue de sourds où la marque ne va pas vous écouter. Alors ce que vous rétorquent souvent vos clients ou vos prospects, c'est « mais oui d'accord, mais la modération, j'ai déjà un community manager pour ça ». Super, j'avais un slide là-dessus. Oh, quelle transition fantastique. Ouais, alors ça c'était vrai, ça l'est plus. Enfin sincèrement, ça ne doit plus l'être. Ça a été dit hier, on parlait de chef d'orchestre. Je ne sais plus qui exactement, pardon, mais hier on parlait de chef d'orchestre. Moi je rappelle régulièrement que dans Community Manager, il y a Community certes, mais il y a aussi Manager. Et qu'on demande aujourd'hui à un Community Manager des tâches de plus en plus évoluées, de plus en plus complexes, sur un ensemble de réseaux sociaux. Et il est là maintenant pour manager un N-1, qui peut être le modérateur, et pas faire lui-même les choses, sinon c'est pas efficace. Donc ce que fait le modérateur, ça va être intervenir en soirée week-end, ça va être gagner en réactivité en heure ouvrée aussi, et puis répondre aux questions fréquemment posées, alerter en cas de bad buzz, y compris avec des outils comme Synthesio, bref, dégager du temps à ce chef d'orchestre pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors concrètement, comment ça marche votre métier ? Alors, généralement, il y a deux idées reçues sur lesquelles on essaye de lutter. La première, elle apparaît à l'écran, c'est le modérateur, il n'a pas simplement deux doigts, ou du moins deux boutons sur son clavier. Il n'est pas juste là à lire un message et dire oui, non, 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 oui. Ça, c'est, on va dire, la première. C'était peut-être le cas il y a quelques années, mais c'est plus le cas. Et la deuxième, qui est un peu fantaisiste, ou en tout cas futuriste, c'est d'imaginer qu'avec les progrès de l'analyse sémantique, un outil bien paramétré pourrait finalement filtrer lui-même l'ensemble des propos qu'on a pu voir tout à l'heure. Là, on n'en est pas encore là. Dans les faits, on est plutôt à une sorte de mix entre les deux, où le quotidien d'un modérateur, c'est d'être derrière ses écrans, pas son écran, d'avoir des tas d'outils d'aide à la décision, on va peut-être les creuser après, et puis d'avoir, parce que c'est un humain qui peut faire des erreurs, des superviseurs, ou en tout cas un superviseur, derrière lui ou via Skype, qui va contrôler la qualité de son travail. Donc, on parlait d'humains, ils sont au cœur du dispositif, mais par contre, sans outils, on ne pourrait rien faire. C'est vraiment le mix des deux qui compte. Que vous dire de plus ? Parler d'innovation, puisque je l'ai promis en introduction. Il y a 3 axes d'innovation dans notre secteur. Le premier, il est autour du modérateur, donc de l'humain. Comment on le met dans les meilleures conditions possibles pour donner le bon verdict. Le deuxième, il est tourné autour du superviseur pour faire cette contrôle qualité. Puis le troisième, si on peut l'aborder, ça sera l'interface HTTP. Quelle différence vous faites entre le modérateur et le superviseur ? Le modérateur, il est dans le flux. Il va regarder très rapidement. On est dans une logique de réactivité, donc de productivité, et on est au fil de l'eau. Le superviseur, lui, prend plus de recul. Il va avoir des analyses qu'on pourra avoir des statistiques et autres. Il rend compte à l'agence ou au client. Et c'est lui qui va vérifier que le niveau de qualité est requis. Parce que c'est bien beau de modérer des millions de messages.
s'il y a des erreurs, on va vite nous les retorquer. Il faut imaginer que quand on fait une erreur comme celle qu'on a pu voir en haut, si on les laisse passer, on va se faire taper sur les doigts, c'est légitime. On ne pourra pas répondre que les 1000 messages d'avant, ils ont été modérés correctement. C'est un discours que le client n'est pas prêt à entendre et je le comprends. Et le public, est-ce qu'il proteste quand vous intervenez ? Oui, et la vraie question, c'est de savoir combien protestent. Et en fait, on a fait aussi des sondages là-dessus, toujours avec Opinionway, et on se rend compte que les gens qui protestent, ces fameuses quelques personnes qui se plaignent de censure, sont extrêmement minoritaires, de l'ordre de 10-12% grosso modo de la population qui considère que rien ne devrait être enlevé sur une page Facebook par exemple. Et à contrario, vous avez plus de 80% des gens qui comprennent ce qu'est la modération, qui l'acceptent, et même la moitié d'entre eux qui trouvent qu'elle ne va pas assez loin. Parce que, quelque part, il y a beaucoup de débordements, je pense qu'on est tous conscients de ça, et les internautes de bonne foi aussi, donc comprennent que la marque, à un moment, doivent intervenir. Voilà, donc les gens préfèrent des vitrines propres et bien mises en scène. En tout cas, ils veulent dialoguer, et ils n'ont pas envie d'être importunés par des gens qui vont traiter tel produit dont ils sont fans, de produits merdiques, sans autre argumentation, pour reprendre des termes un peu crus, je suis désolé. Alors, si on rentre dans le détail, prenez un exemple très concret parce qu'on m'a demandé d'être pragmatique et concret. Donc, prenons le message ici, prêt à tout pour faire de l'audimat, publié sur une page Facebook d'un grand média audiovisuel. Guillaume Langline, donc nom, prénom, généralement c'est plutôt bon signe, il n'y a pas d'avatar certes, mais le message en lui-même a pourtant été traité en priorité. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce même individu, quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines avant, avait publié un propos sur cette même page raciste, antisémite et agressif par rapport à la marque, donc a été identifié par la machine comme un individu à risque. S'il a débordé une fois, statistiquement, il y a un risque qui redéborde. Ça ne veut pas dire qu'il est blacklisté, c'est dire qu'il est sous surveillance. Et donc, tout l'enjeu du besoin de réactivité, c'est de faire en sorte qu'on ne traite pas forcément les messages par ordre d'arrivée, mais par ordre de risque. Et on va prioriser selon la présence de certains mots-clés. Il n'y en avait pas dans le premier message, il y a le mot sioniste dans le deuxième. On sait que tristement, quand il y a ce mot-là, généralement ça déborde. Pareil avec le mot maghrébin, c'est un constat statistique. Mais on ne va pas se contenter de regarder les mots-clés, parce que parfois on l'a vu, il n'y en a pas, mais aussi le score de l'individu. Parce que pas un score cloud, mais c'est un score interne à Netino qui dit que cette personne-là, dans le passé, a débordé un certain nombre de fois et donc va passer en priorité, une sorte de VIP négatif, hélas, parce que quand on est sur la posteriori, il faut aller très vite. Un message raciste qui reste quelques minutes en ligne répond à un message, répond de l'agressivité, on va plutôt dire l'agressivité. C'est ce fameux syndrome du gros con toi-même, je ne vous adresse pas à vous Mathieu, grosso modo quand vous insultez quelqu'un, l'autre réagit et puis ça fait un cercle vicieux. Donc ça, ce sont des outils, des fonctionnalités, des innovations qui aident le modérateur à gagner du temps. Je vais passer un peu vite le reste, mais on va dire qu'on doit aussi centraliser, enfin certains de nos clients nous demandent de modérer Facebook, YouTube, Dailymotion, un forum, il faudrait que tout arrive sur le même écran pour gagner du temps, pas passer d'un back-office à l'autre, et à contrario, pouvoir aussi se replonger facilement dans le contexte. Donc tout ça, ces outils-là permettent de, on va dire, faciliter le travail du modérateur. L'ergonomie aussi, ça fait sourire, mais on a étudié quelle est la police de caractère à faire apparaître sur l'écran du modérateur pour qu'il ne se fatigue pas les yeux, ou moins vite. Bon, ça paraît tout bête, mais sur une journée, une semaine, un mois de modération, c'est des choses qui comptent à la fin. Merci beaucoup Jérémy, on a bien compris donc que la modération c'était une véritable valeur ajoutée pour les marques. Si vous avez envie de vous amuser, je vous propose de retrouver le blog de Netino où vous retrouverez un florilège des pires extraits de ce que vous modérez. On éditorialise ce qu'on enlève par ailleurs. Voilà, et puis de l'information sur le sujet de la modération. Je voudrais qu'on profite de vous voir réunis ensemble sur scène pour essayer d'élargir un peu le propos. I will try to speak in English for you, Joe. I would like to ask a question about the future because you are monitoring the web and everything goes very fast on the web. A few years ago there were Second World, MySpace. Today they disappeared. Today we have Facebook, Twitter, but we don't know what they will become. What are the new websites, the new networks that will matter in the future according to you all? The web does change every day. And what's happening on mobile is really interesting with Snapchat and Line and WhatsApp and all these different ways people are, the conversation just keeps fragmenting more and more places. Ultimately, we think that's good for us because it makes it harder and harder to tell who the influencers are. So
Thankfully, there is massive amount of data, and we're really good at processing it. But I'm really interested in mobile and the platforms. Like mine was incredibly impressive yesterday, the stats they had, and Snapchat is extremely popular in the U.S. And I think every month and every year there'll be just new platforms to keep our eye on. Do you evaluate cloud score on the new Chinese networks like Tencent? Not yet. We recently took an investment from a Japanese VC, and I'm going there in 2 weeks to meet with a bunch of the Japanese platforms, and then we have an investment from Microsoft, and they're also putting a lot of emphasis in China, and we're going in with them. So we're looking at all the Asian networks. So I would say in 2014, that will be something that you'll see on cloud. Thank you. Et quels sont les réseaux qui montent selon vous? What are the networks to follow according to you? Alors, c'est vrai que ça évolue très vite. En fait, nous, l'enjeu, en tout cas chez Synthesio, c'est véritablement justement, à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social qui sort, c'est de pouvoir se connecter. Donc, on a vraiment un besoin de développer nos API, que ce soit un réseau social ou alors des avis de consommateurs. C'est-à-dire que tout l'enjeu de nos métiers, c'est de faire en sorte que ces API s'interconnectent bien. Donc, on est capable aujourd'hui d'aller se connecter aussi aux API de Bazaar Voice. Mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement réactif parce que ça dépend vraiment des pays, des régions géographiques. C'est-à-dire qu'en Russie, c'est typiquement vContact et le réseau social russe le plus important, à l'exception de Moscou, où là, c'est Facebook. En Chine, vous avez des réseaux sociaux, c'est-à-dire que la force de la Chine, à chaque fois qu'il y a un réseau social qui sort, c'est quasiment tout de suite 100 millions ou 200 millions directement sur le réseau social. Donc il faut être en permanence très agile pour pouvoir aller les surveiller. Une dernière question très, très pratique, par curiosité. Comment vous surveillez, chacun d'entre vous, la réputation de votre entreprise? Moi, je ne connais même pas mon score cloud, je suis désolé. Nous, on est souvent attaqué par des personnes qui peuvent être un peu négatives, on va dire, vis-à-vis de la modération et attaquées de censeurs. Donc on est parfois effectivement l'objet de virulentes critiques qu'on ne modère pas, puisqu'elles ne sont pas chez nous, et complètement erronées. Enfin, bon, mais c'est le seul truc qu'on regarde. Dans les faits, on a appris à plus trop en tenir compte, très sincèrement. Nous, de notre côté, on est sur un peu la feedback compagnie. Donc, du coup, on a mis en place sur le site de Bazaar Voice aux US, c'est-à-dire que nos clients, ce qu'on applique et ce qu'on propose comme service d'avis client, en fait, on va pouvoir le faire sur les services que propose Bazaar Voice. C'est-à-dire que nos clients, aujourd'hui, nous notent et partagent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vient de faire sur le site bazaarvoice.com et qui permet de parler de la réputation. Mais après, il y a juste un topic sur lequel je voulais insister qui est important par rapport au thème e-réputation, parce qu'on parle beaucoup de e-réputation, comme on parlait auparavant beaucoup de e-commerce. Et je pense qu'aujourd'hui, ça évolue. Effectivement, on a parlé d'omnicanalité. Et plutôt que de e-réputation, c'est plutôt réputation omnicanale. Aujourd'hui, où finalement, il n'y a pas que le il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais il y a aussi, il ne faut pas que j'oublie mes commerces physiques et comment je garantis que la réputation de ma marque dans ces commerces-là, que je sois un constructeur automobile, que je sois une banque ou un courtier d'assurance, j'ai quand même encore des contacts physiques qui vont au-delà de la e-réputation et plutôt la réputation omnicanale. Voilà. Bien, merci à tous pour votre participation. Merci.